outils à moi qui donnais, au langage de tout causer, aux histoires pas faciles pour tout effacer. Joseph Réginald Topis, dit Kaya, 38 ans, est retrouvé mort le dimanche 21 février 1999. Il se trouvait dans la cellule numéro 6 à la prison d'Alcatraz, située au quartier général de la police à Port-Louis. La cause du décès, selon le médecin légiste à l'époque, une blessure à la tête après une crise épileptique, mais beaucoup sont d'avis que Kaya aurait été victime de brutalité policière. D'ailleurs, le pays a été sous tension durant les 3 jours suivant sa mort, des émeutes qui ont aussi coûté la vie à d'autres personnes. Aujourd'hui, Téléplus revient 15 ans après sur cet événement qui aura marqué toute la nation mauricienne. C'est ici que commence toute cette histoire, à la place Édouard VII à Rosil. Nous sommes le 16 février 1999. Kaya ainsi que plusieurs autres artistes participent à un concert du mouvement républicain. À l'époque, le MR milite en faveur de la dépénalisation du Gandia, mais son nom Kaya était loin de se douter, c'est qu'après avoir fumé un joint, toute sa vie allait basculer. Ça joue-là, Kaya chantait, Kaya fumait, au moins plusieurs du monde fumait, et les lendemains, Paris non. Et des jours après, qui m'a Rodrigue, quand on finit débarquer à Rodrigue, finit avion, là, moi, prendre, qui n'arrête environ 17 personnes, et maintenant, le mouvement républicain, aussi, Kaya, qui s'est arrêté, ça joue. 2 jours après, une dizaine de personnes ayant participé à ce rassemblement sont arrêtées. Parmi elles se trouve Kaya qui ne peut s'acquitter à temps de sa caution. Le chanteur passe donc tout le week-end à Alcatraz, mais c'est dimanche, soit la veille, que l'inévitable se produit. Cette violente polémique à l'île Maurice. Le créateur de la musique Ségué est mort dans la prison de Port-Louis. Kaya avait été interpellé lors d'une manifestation pour la dépénalisation du Zamal. Officiellement, il a succombé à une fracture du crâne. Kaya, le roi du Ségué, est mort. Toute la presse en parle ce jour-là. Une des sentinelles des Line Barracks explique que c'est en faisant sa ronde qu'il découvre le corps sans vie du chanteur dans la cellule numéro 6. L'une des premières personnes à être dépêchée sur place, le docteur Harish Sunam, médecin légiste de la police. Sa période-là. C'était vers 6 heures du matin que moi j'ai reçu un coup de téléphone de Catherine Centrale pour me dire pour m'informer qu'il y a un mort dans quelqu'un qu'on a trouvé sur le sol de sa cellule. C'était Kaya. Il y avait du sang près de... sur les côtes, il était sur le ventre, un petit peu à gauche, la tête un petit peu soulevée, et il y avait une trace de sang venant de son nez qui a coulé tout le long de la joue gauche jusqu'au sol. Parents, amis et proches, et tout le pays est sous le choc. La famille de Kaya réclame une contre-autopsie qui va se dérouler 2 jours plus tard. C'est le docteur Jean-Paul Ramstein, légiste de la Réunion, qui est appelé à effectuer cette tâche. Il y avait une interprétation, c'était soit par choc direct, il y avait du sang sur le sol et sur un mur, soit par secouement de la tête, quoi. Une autopsie et une contre-autopsie. Les 2 rapports se ressemblent, mais les interprétations s'opposent. Crise épileptique face à la brutalité policière, qui dit vrai? Nous allons maintenant vous démontrer les éléments de notre enquête. Joseph Réginald Topis est retrouvé mort dans la cellule numéro 6. Lorsque le médecin légiste arrive, le corps de Kaya est face contre terre. Mais ce qui interpelle, il avait saigné du nez et le sang s'était propagé jusqu'au cou en passant par son oreille gauche. C'est une thèse incroyable qui défie les lois de la gravité. S'il y a du sang à cet endroit, c'est qu'il aurait dû être allongé sur le dos. Et puis Kaya avait aussi plusieurs blessures sur le corps, au moins une 30aine. Les conclusions sont les mêmes dans les 2 rapports d'autopsie, un coup à la tête sur le front, ce qui a causé une blessure et une hémorragie. Sauf que pour Sunam, il est tombé après une crise d'épilepsie, alors que pour Ramstein, Kaya avait été violemment secoué, ou alors on l'a tiré très fort en arrière par les cheveux. Et il n'y a pas que cela, le rapport d'autopsie est rendu public le 11 mars 1999. Incroyable mais vrai, il est rendu public juste après celui de la contre-autopsie.
Suivant la logique, l'autopsie est pratiquée avant la contre-autopsie, sauf que le rapport Sonam est principalement dédié à refuter celui de Ramstein. Le docteur Ramstein, il prend une photo. Une photo qui moi m'a fait publier, qui m'a fait demander. Et nous faire une autopsie ensemble. Nous recevons un rapport du docteur Pogara. Et nous fait ce rapport, nous envoie ça vite, sans attendre les autres rapports du laboratoire. Par exemple, Sonam écrit dans son rapport que la thèse de violence ne tient pas puisqu'il n'y a pas d'empreinte sur les ecchymoses. Or, c'est la contre-autopsie de Ramstein qui fait surgir la théorie de violence. Le 13 mars, David Shattock, conseiller de la police au bureau du Premier ministre, prend un avion pour la Grande-Bretagne. Avec lui, une copie du rapport Ramstein. Et 5 jours après, le docteur Hugh White fait son entrée. Nous avons eu une autopsie et une contre-autopsie. Alors pourquoi solliciter un troisième avis? Eh bien, cette troisième personne aura une mission spéciale, refuter la thèse de brutalité policière. Et il y arrive. Mais ce qui est surprenant, il y arrive sans pratiquer une autopsie sur le corps, mais tout simplement en se basant sur un morceau de papier. Ce morceau de papier, c'est le rapport de la contre-autopsie. Il faut le dire, ce rapport est en français, mais le docteur White est anglophone et ne connaît rien de la langue de Molière. Alors qui a traduit ce rapport en anglais? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne le sait. Mais revenons à présent sur le décès de Kaya. Kaya avait non seulement été retrouvé face contre terre, mais il avait aussi les pieds coincés entre les barreaux de la porte de sa cellule. Cela est même mentionné dans le diary book des Line Barracks. Téléplus s'en est procuré un autre qui date de l'époque, il appartenait à un ancien haut gradé de la force policière. Le fait que Kaya fut retrouvé dans cette position accrédite l'une des thèses selon laquelle il aurait été projeté dans cette cellule. Nous soutenons cette thèse. Dans le diary book en notre possession, à 6h32 le 21 février 1999, un caporal ordonne à ce qu'une sentinelle soit placée dans la cellule numéro 6, cellule où gisait le corps de Kaya. Mais 2 heures après, à 8h40, toujours selon ce diary book, un inspecteur affirme lui avoir été en compagnie du légiste pour un premier constat, sauf que là, l'inspecteur parle de la cellule numéro 8. Le corps de Kaya aurait été transporté d'une cellule à une autre, ce qui confirme la position dans laquelle il était, c'est-à-dire face contre terre et les pieds entre la porte. La police avait évoqué à l'époque la présence d'un témoin indépendant, le fameux détenu au Biluc qui avait entendu Kaya chanter durant la soirée, mais il s'agit d'un détenu, était-il vraiment crédible en tant que témoin à ce moment-là? De toute façon, durant l'enquête judiciaire, le détenu au Biluc n'a jamais confirmé cette version de la police. Voilà, c'est ici que prend fin notre contre-enquête au cimetière de Rochebois, là où repose Kaya. Une contre-enquête basée sur des témoignages recueillis en cours. Le décès de Kaya, vous le savez, n'est pas resté insensible à la population mauricienne. Les émeutes de février 1999, Mélanie Valère vous le fait tout de suite revivre.